Bienvenue dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu particulière, on va parler de manipulation et manipulation de masse. On va voir tout ce que les élites utilisent pour manipuler les populations sous vos yeux. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous ai dit, de manipulation de masse. Mais avant de plonger dans les techniques, il faut qu'on comprenne quelque chose qui est essentiel, c'est la psychologie humaine. On aime croire qu'on prend nos décisions par la logique, sauf qu'en réalité, elles sont motivées par des leviers qui sont plus inconscients que ça, voire des leviers émotionnels, bien évidemment. Et parmi ces leviers, il y en a deux qui sont toujours utilisés lors de manipulation, et notamment de manipulation de masse. Ces leviers, c'est la peur et l'appartenance sociale. Donc pour commencer, on va chercher à comprendre déjà pourquoi la peur, aujourd'hui, est un levier universel utilisé pour les manipulations. En psychologie comportementale, la peur est l'émotion considérée la plus rapide et la plus archaïque, donc la plus ancienne. Elle va venir court-circuiter ton cortex rationnel et va venir activer ton réflexe de survie, notamment via l'amygdale et ce qu'on appelle le système limbique. Et donc c'est pour ça que la peur est l'émotion préférée des manipulateurs, parce qu'elle va venir paralyser ta réflexion et donc ton fonctionnement rationnel, et ça va notamment pousser la personne à essayer de trouver une autorité ou quelque chose de plus protecteur pour elle, qui peut la sauver de cette peur-là. Je vais donner quelques exemples. Les régimes autoritaires utilisent toujours un ennemi commun. Terroristes, communistes, complotistes, dans le but de mobiliser les foules. En marketing, ça va être la peur de manquer, ce qu'on appelle le FOMO. Notamment avec, par exemple, les stocks limités, cette offre est valable jusqu'à telle durée. Un autre exemple, et vous allez comprendre pourquoi je prends celui-ci, en santé publique, ça va être la peur de la maladie, qui va permettre de justifier des mesures restrictives. Comme référence, on a Daniel Kahneman, dans son livre Thinking Fast and Slow, qui va expliquer que la peur déclenche nos décisions automatiques, notamment via le système 1. En autre référence, on a aussi Anne Morelli, dans son livre Les principes de la propagande de guerre, qui dit que la majorité des règles de propagande reposent sur la peur de l'ennemi. Chose un peu moins commune, c'est qu'est-ce qui fait que l'appartenance sociale est considérée également comme un levier de manipulation. Déjà, il faut comprendre que l'humain, de base, est un animal sociable. Notre cerveau est câblé pour chercher l'approbation de groupe. Pour illustrer ça, l'expérience la plus connue, c'est celle de Solomon Asch en 1951. Là-dessus, on va avoir des volontaires qui vont accepter de donner une réponse fausse, juste pour ne pas contredire la majorité. Two. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Et sinon, comme autre référence tristement marquante, on a celle de Stanley Milgram en 1963, où là-dessus on a 65% des participants qui ont infligé des chocs mortels à une autre personne, simplement parce qu'une autorité leur disait de le faire. Maintenant, on a d'autres exemples qui sont un peu plus actuels. On va avoir sur les réseaux sociaux la preuve sociale. Si tout le monde like, alors c'est que c'est vrai, ou si tout le monde like, alors c'est que ce post et ce qui est dit a de la valeur. En politique, quand une majorité visible adopte un comportement, par exemple les masques, les slogans ou les drapeaux, bah là en fait, il y a une forte injonction de suivre le mouvement. Maintenant, on a, donc comme je vous ai dit, les études qui ont été faites par Asch, par Milgram, on a aussi Gustave Le Bon dans son livre La psychologie des foules, qui montre et qui insiste bien sur le fait que plus les individus se retrouvent dilués dans le collectif, donc se retrouvent avec une majorité, moins ils prennent de décisions rationnelles. Donc pourquoi ces deux leviers sont dominants? Parce qu'ils vont couvrir les deux dimensions fondamentales de la manipulation. La peur agit sur l'individu isolé, donc ça c'est l'instinct de survie, et l'appartenance agit sur l'individu dans le groupe, donc ça c'est l'instinct de conformité. Le résultat de tout ça, tu terrorises pour briser la résistance, et tu vas inclure pour forcer la conformité. Et quand tu tiens ces deux leviers, tu tiens n'importe quelle clé pour manipuler toute une société. Maintenant qu'on a posé un petit peu plus le socle psychologique, on va parler de trois individus qui ont marqué l'histoire de la manipulation de masse. On va parler d'Albert Biderman, un sociologue qui montre comment briser un individu. On va parler de Edward Bernays, qui est le neveu du célèbre philosophe Freud. Et on parlera de Noam Chomsky, qui dévoile comment les médias fabriquent ton consentement. Elle en démarre avec la première partie, avec Albert Biderman, qui nous explique les 8 techniques pour forcer la résistance de n'importe quel individu. On est en pleine guerre de Corée. Les Américains découvrent avec effroi que certains de leurs prisonniers vont finir par collaborer, même répéter la propagande de l'ennemi, et vont même dénoncer leurs propres camarades. Et pourtant,
ils n'avaient pas été torturés physiquement. Là-dessus, Albert Biderman va enquêter et révéler un tableau glaçant en 1957 qu'on appelle la charte de la contrainte, qui par la suite deviendra la charte de Biderman. Et là-dedans, il y explique comment, juste par la psychologie, on peut briser la volonté d'un individu et l'obliger à se soumettre. Ce qui, à la base, devait être juste une étude militaire, a fini par devenir un manuel du contrôle psychologique universel. Première technique, on va avoir l'isolement. Là-dessus, en quoi ça consiste ? C'est de couper la personne de ses soutiens. Pour illustrer, vous avez eu le confinement, on peut prendre également quand un réseau social décide de bloquer un compte. Deuxième technique, monopoliser la perception. Là-dessus, c'est assez simple, c'est d'inonder votre esprit d'une seule histoire, un seul narratif. Par exemple, vous allez ouvrir votre téléphone et vous allez voir la même information partout. Troisième technique, c'est induire la fatigue et l'épuisement. L'objectif, c'est de vous épuiser physiquement et mentalement. Pourquoi ? Parce que ça va réduire la capacité de réflexion et la capacité de résistance de la cible. Par exemple, si on prend un employé qui va être contraint à des horaires excessifs, avec des délais qui sont intenables, ou des tâches qui vont être irréalistes, ça va le maintenir dans un état de stress permanent. Quatrième technique, les menaces. Là-dessus, on va utiliser la peur comme un levier pour soumettre la cible. Ça peut être, par exemple, un manager qui va menacer de licenciement son salarié s'il ne suit pas ses directives. Cinquième technique, alterner entre les abus et les indulgences. On va alterner entre des moments de répit et des moments d'abus, ce qui va rendre la dynamique toxique et donc plus difficile à identifier. Sixième technique, démontrer sa toute-puissance. Là-dessus, c'est assez simple. L'agresseur va utiliser pleine balle toute son autorité pour montrer qu'il est tout-puissant. Septième technique, dégrader la cible. Là-dessus, c'est simple. L'humiliation et l'atteinte à l'estime de soi va empêcher la victime de réagir. Et huitième technique, exiger des actions stupides et qui n'ont aucun sens. Là-dessus, on va venir tester l'obéissance avec des demandes absurdes ou contradictoires. Donc on vient de voir les 8 techniques de manipulation présentées par Albert Biderman. Donc à la base, ces méthodes étaient là pour briser des prisonniers de guerre. Mais on peut voir que si on les applique à toute une population, à toute une société, on peut la rendre complètement docile. Pas besoin de chaîne, pas besoin de coups, il suffit juste de peur, d'isolement, de division et de règles absurdes. Maintenant, on va passer de la contrainte psychologique à l'ingénierie du consentement. Deuxième partie, Edward Bernays ou le diable des temps modernes. Alors déjà, fait important, ce qu'il faut savoir, c'est que Edward Bernays, c'est le neveu de Freud. En 1928, il va publier un livre qui s'appelle Propaganda, où il va expliquer que les masses ne savent pas penser par elles-mêmes et que dans une démocratie, on a besoin d'un gouvernement invisible qui va orienter l'opinion publique. Mais Bernays ne s'est pas contenté d'écrire, il a fallu bien évidemment qu'il expérimente et qu'il mette en pratique tout son savoir. Et ces campagnes ont littéralement changé la société encore à aujourd'hui. Premier exemple marquant, les femmes et la cigarette, et notamment avec ce qu'on a appelé les torches de la liberté. Dans les années 20, fumer pour une femme c'était tabou, c'était un signe d'immoralité. Donc les industriels du tabac ont vu un marché immense, voire même inaccessible. Là-dessus, ils ont appelé Bernays. Il va consulter un psychanalyste. Selon le psychanalyste, la symbolique inconsciente, c'était que la cigarette est perçue comme un symbole phallique. Autrement dit, fumer, c'est affirmer son indépendance face aux hommes. Là-dessus, Bernays monte un coup. En 1929, à New York, pendant la parade de Pâques, il va engager un groupe de jeunes femmes, ce qu'on a appelé les suffragettes, pour marcher en public en allumant toute une cigarette. Le lendemain, la presse elle s'enflamme, elle reprend massivement les images, et résultat, les cigarettes ne sont plus vues comme un vice féminin, mais comme un geste d'émancipation. Là-dessus, les ventes explosent. Un produit tabou est devenu un symbole de liberté. Deuxième exemple marquant, le petit déjeuner américain avec le bacon et les œufs. Dans les années 1920, le petit déjeuner américain était plutôt léger, café, pain, jus, mais la Beech-Nut Company veut vendre plus de bacon. Là-dessus, Bernays va consulter un médecin, puis en contacter des milliers d'autres. Il va leur demander, est-ce qu'il serait pas plus sain de commencer la journée avec un repas copieux ? Résultat, on a eu plus de 5000 médecins qui vont signer une lettre affirmant que le petit déjeuner le plus sain doit inclure des protéines, bacon et œufs. Là-dessus, la presse publie ça comme une vérité scientifique, et en quelques années, le petit-déj américain est redéfini. Et tout ça grâce à une manipulation orchestrée par Bernays. Je vais donner les 3 campagnes les plus marquantes de Bernays, mais il y en a d'autres. Et là-dessus, c'est un peu plus sombre, la Première Guerre mondiale, où il va retourner l'opinion publique américaine pour justifier l'entrée en guerre. À la base, Bernays était un simple publicitaire, mais au final, on se rend bien compte que c'était un vrai ingénieur du consentement. Sa conviction, elle était simple, le peuple ne sait pas penser par lui-même. Faut donc orienter ses désirs, ses opinions, grâce aux symboles, aux émotions et aux médias. Il va pas vous forcer, il va simplement programmer votre esprit pour penser que ça vient de vous. Maintenant, il nous reste une dernière brique qui est également très importante, c'est que maintenant qu'on a eu tout ça, qui contrôle ces récits ? Qui va venir filtrer ce qui est montré à la population et ce qui n'est pas montré à la population ? Et c'est là que Chomsky entre en scène.
Troisième partie, Chomsky et la fabrique du consentement. 30 ans plus tard, un autre penseur va changer notre regard, Noam Chomsky, un linguiste, philosophe, intellectuel, engagé. Il a observé les médias américains pendant la guerre du Vietnam. Son constat, il est super simple, les médias ne montrent pas toute la vérité. Non pas parce qu'ils mentent ouvertement, mais parce que l'information passe au travers de filtres qui sont invisibles. Premier filtre, les propriétaires. Les médias appartiennent à des milliardaires et tout simplement leur objectif est de protéger leurs intérêts. Deuxième filtre, la publicité. S'il n'y a pas d'annonceurs, il n'y a pas de médias. Donc si un sujet va déranger les sponsors, il va disparaître. Troisième filtre, les sources officielles. Les infos viennent des gouvernements, des armées, des multinationales. Par exemple, en 2003, en Irak, Saddam est accusé d'armes de destruction massive, alors qu'en fait c'était faux, mais considéré comme officiel. Quatrième filtre, ce qu'on appelle le FLAC. Pression, menace, procès. Par exemple, Mediapart en France ou The Guardian après Snowden. Résultat, on a une autocensure qui est super forte. Cinquième filtre, l'ennemi idéologique. Là-dessus, c'est d'avoir toujours un adversaire pour justifier la répression. Hier, c'est le communisme, aujourd'hui, c'est le terrorisme ou la Chine. Demain, ça peut être le climat, l'IA, peu importe, mais il faut un ennemi. Et aujourd'hui, on pourrait même rajouter un sixième filtre qui est l'algorithme. Et leur critère, c'est pas la vérité, mais c'est ce qui va capter le plus votre attention. Pour conclure sur Chomsky, il nous a montré que la manipulation n'avait pas forcément besoin d'avoir un maître caché, mais qu'elle était bel et bien intégrée dans les structures comme les médias et aujourd'hui comme les algorithmes. On n'a pas besoin de vous interdire de lire, puisqu'aujourd'hui tout ce qu'il suffit, c'est d'orienter subtilement ce que vous voyez, ce que vous croyez et bien sûr ce que vous ignorez. Vous croyez être informé alors qu'en réalité vous êtes cadré. Et quand on combine tout ça avec les méthodes de Biderman, de Edward Bernays, en fait on comprend bien que maintenant, le contrôle des masses n'est pas simplement une théorie, mais une vraie ingénierie. Isolement, peur, culpabilité, division, symboles, slogans, répétition, ou encore filtres médiatiques, algorithmes, tout ça c'est pas des accidents. C'est des méthodes qui sont conçues depuis des siècles pour orienter votre regard, contrôler vos émotions et fabriquer votre consentement. Donc la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que ça existe, mais comment je fais aujourd'hui pour les repérer efficacement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un j'aime sur cette vidéo. Si c'est pas encore le cas, vous vous abonnez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.